Bienvenue dans notre analyse du jour. On va plonger dans le monde assez complexe de la cybersécurité et plus spécifiquement, on va parler des tests d'intrusion, le fameux pen testing, mais aussi de comment on sécurise les environnements cloud comme Azure. On se base pour ça sur pas mal de notes techniques, des fiches synthétiques qui détaillent un peu tout ça, les équipes, les phases d'une attaque simulée, les outils et puis les spécificités d'Azure. Notre but, décortiquer tout ça pour mieux comprendre comment on protège les systèmes et aussi comment on cherche les failles, que ce soit les attaquants ou les hackers éthiques. Allez, on y va. Pour commencer, parlons des équipes. On entend souvent parler de Blue Team, Red Team. C'est quoi leur rôle à chacune au juste? Alors, c'est assez simple en fait. La Blue Team, elle est là pour défendre. Son job, c'est de surveiller le réseau, de détecter tout ce qui est suspect. Elle simule des attaques. Le but, c'est de tester les défenses, de trouver les failles avant qu'un vrai pirate ne tombe dessus. Ah oui, un test de résistance en conditions réelles en quelque sorte. Exactement. Très clair. Et le pentest lui-même, comment ça se passe concrètement? Il y a des étapes clés? Oui, tout à fait. Ça commence typiquement par ce qu'on appelle la reconnaissance. Là, on cherche un maximum d'infos publiques sur la cible. Genre tout ce qu'on peut trouver sur le net? C'est ça, et on trouve souvent beaucoup de choses. Ensuite, vient le scanning ou l'énumération. On utilise des outils, Nmap par exemple, pour voir ce qui est actif. Quels systèmes, quels ports sont ouverts, quels services tournent derrière. D'accord, on cartographie le terrain. Exactement. Et après ça, vient l'exploitation. Là, on essaye d'utiliser une faille qu'on a trouvée pour rentrer. Ok. Si ça marche, souvent, on ne s'arrête pas là. On tente l'escalade de privilèges pour avoir plus de droits sur le système, devenir administrateur par exemple. Pour faire plus de dégâts potentiels. Ou pour montrer l'étendue du risque, oui. Parfois, on met en place un maintien d'accès, une backdoor pour prouver qu'on peut revenir. Et bien sûr, tout se termine par un rapport, très détaillé. Les failles, comment on a fait, l'impact avec des preuves, des captures d'écran. Et quand on a cette liste de failles, comment on décide quoi corriger en premier? J'imagine qu'on peut pas tout faire d'un coup. Ah non, c'est sûr. La priorisation, c'est crucial. On regarde d'abord la criticité de la faille. C'est quoi l'impact potentiel? Financier, réputation. Et aussi, est-ce que c'est facile à exploiter pour un attaquant? Une faille très grave, mais super dure à utiliser, sera peut-être moins prioritaire qu'une faille moyenne, mais triviale à exploiter. Logique. C'est pour ça aussi que les Rules of Engagement, les règles du jeu définies au début, sont si importantes. Elles cadrent le test et aident à se concentrer sur le plus important. D'accord. Et il y a différentes manières de faire ces tests, non? Black box, white box. Oui, c'est ça. Ça dépend du niveau d'info qu'on donne aux testeurs au départ. En black box, il part de zéro. Aucune info interne. Comme un pirate externe, quoi. Ok. En white box, c'est l'inverse. Le testeur a tout. Le code source, les schémas d'archi. C'est un audit très poussé, pour chercher des défauts de conception, par exemple. Et le grey box? C'est entre les deux. Le testeur a quelques infos, genre les accès d'un utilisateur normal. Ça simule bien une menace interne ou un attaquant qui aurait déjà une première porte d'entrée. D'accord, je vois. C'est intéressant ces nuances. Et alors, si on passe sur Azure, cette grosse plateforme cloud, comment la sécurité est gérée là-dessus? Alors, Azure a pas mal d'outils pour ça. Par exemple, il y a Azure Firewall Premium, qui est un système IDPS intégré, détection et prévention d'intrusion. IDPS? Oui, ça utilise des signatures pour repérer les menaces connues. Ça aide à bloquer ou au moins alerter. Et ça réduit les faux positifs. On peut gérer ces signatures assez finement. Et pour l'organisation du réseau? L'architecture classique, c'est le hub and spoke. Imagine un hub central qui gère la sécurité et le trafic vers différentes zones, les spokes. C'est très courant. Le pare-feu central contrôle les flux et on rajoute des groupes de sécurité réseau, les NSG, pour faire de la micro-segmentation. C'est comme des contrôles de sécurité plus près des machines elles-mêmes. Et pour les accès à distance, VPN, etc. Oui, pour les VPN point-to-site, on utilise du chiffrement, bien sûr, SSL ou IPsec. Et l'authentification passe souvent par Azure Active Directory, le système d'identité d'Azure. Donc, pour faire un pentest spécifiquement sur Azure, il faut connaître tout ça. Ah oui, absolument. L'objectif, ça reste de trouver les failles, mais l'environnement a ses spécificités. Déjà, il faut une autorisation formelle d'Azure et du client. C'est indispensable. On peut pas y aller comme ça. Non, surtout pas. Ensuite, il faut choisir les bons outils, ceux qui sont compatibles et autorisés. Metasploit a des modules pour ça, par exemple. Il faut bien comprendre les services Azure qu'on cible, les VM, les bases de données, le stockage, la gestion des identités et des accès, IAM, via Azure AD et le RBAC, Role Based Access Control,
C'est souvent un point central des tests sur Azure. Et on utilise des outils spécifiques à Azure? Oui, des outils en ligne de commande comme grep pour fouiller dans les logs, mais aussi des CMDLET PowerShell spécifiques à Azure. GetAsix Vault pour vérifier la configuration des coffres-forts de secrets par exemple. Et bien sûr, l'analyse des applications web hébergées sur Azure, les entêtes de sécurité, etc. On peut même automatiser certains tests? Oui, on peut utiliser un compte Automation Azure pour lancer des scripts de tests d'intrusion de manière planifiée et automatique. C'est assez puissant. On voit bien qu'il faut jongler entre les méthodes générales de pentest et les détails techniques de la plateforme comme Azure. C'est essentiel qu'on soit en défense ou en attaque simulée. Tout à fait. C'est une adaptation permanente. Et il ne faut pas oublier l'importance de la documentation, avoir des schémas réseau à jour par exemple, et de la communication. Un bon débriefing après le test, c'est clé pour que ça serve vraiment à améliorer la sécurité. Absolument. Et pour terminer, peut-être une question qui reste en suspens. Au-delà de toute cette technologie, de ces outils sophistiqués, quelle est la place du facteur humain? Je pense à l'erreur de configuration toute bête ou au clic sur un email de phishing. Est-ce que ça reste le maillon faible, même dans des environnements cloud qu'on pense ultra sécurisés? C'est une question à méditer.